Laissée seule avec une ferme en ruine, elle pleure, jusqu'à ce qu'une entreprise arrive et lui annonce ses terres reposent sur un énorme gisement de pétrole. Le ciel était d'un gris plombé lorsque Claire Dubois gara sa vieille voiture devant la ferme familiale. Le vent soufflait fort sur les collines de la Nouvelle-Aquitaine, apportant avec lui une odeur d'herbe mouillée et de terre. Elle resta un long moment immobile, les mains crispées sur le volant, à observer les bâtiments délabrés qui se dressèrent devant elle. C'était la première fois qu'elle revenait ici depuis l'enterrement de son père, et la douleur dans sa poitrine semblait aussi lourde que les nuages menaçants au-dessus de sa tête. La ferme, qui avait été autrefois un symbole de fierté et de prospérité pour la famille Dubois, ressemblait désormais à une carcasse vide, abandonnée par le temps. Le portail était à moitié arraché, battant mollement sous les rafales. Le gravier de l'allée avait presque disparu, remplacé par des touffes d'herbes sauvages et de mousse. La façade de la maison principale portait les stigmates de plusieurs années de négligence. Peinture écaillée, volets cassés, gouttières pendantes. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin défoncé résonnait comme un rappel cruel de la situation dans laquelle elle se trouvait. Claire savait que les choses allaient être difficiles, mais la réalité dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle ouvrit la porte de la maison avec la clé rouillée que son père lui avait confiée des années auparavant. Un grincement sinistre accompagna l'ouverture, suivi d'une bouffée d'air humide, chargée de poussière et d'odeur de renfermé. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Le salon, avec ses meubles vieillots, était couvert d'une fine couche de poussière. Des journaux, des factures, des lettres s'entassaient sur la table en bois massif, témoignant d'une vie qui s'était peu à peu désagrégée. Sur le mur, les photos de famille jaunies semblaient la regarder, témoins silencieux de son impuissance. Elle fit lentement le tour de la maison, découvrant chaque pièce avec un mélange de tristesse et de colère. Dans la cuisine, les armoires pendèrent sur leurs gonds. Le carrelage était fendu et un robinet goûtait sans fin, brisant le silence de ses notes régulières. La chambre de son père était restée intacte, comme si l'homme allait rentrer d'un moment à l'autre. Le lit défait, la veste encore suspendue au dossier d'une chaise et un carnet ouvert sur la table de chevet, rempli de notes incompréhensibles et de chiffres griffonnés à la hâte. Mais c'est lorsqu'elle poussa la porte du bureau qu'elle comprit pleinement l'ampleur du désastre. Des piles de dossiers, de lettres recommandées, d'avis de mise en demeure étaient éparpillés partout. Elle s'accroupit devant un carton éventré, attrapant au hasard une lettre dont l'entête portait le logo d'une grande banque française. En lisant les premières lignes, son cœur s'emballa. Il était question de saisie hypothécaire. Une date était encerclée en rouge, moins de 30 jours. 30 jours pour régler une dette colossale, sinon la ferme serait vendue aux enchères. Sous le choc, elle laissa tomber la lettre et se mit à fouiller frénétiquement les autres documents. Les dettes s'accumulaient depuis des années. Prêts non remboursés, factures impayées, taxes foncières en retard. Chaque papier semblait être un coup de poignard supplémentaire. Elle découvrit également plusieurs lettres de relance de la coopérative agricole, des fournisseurs de matériel et même de l'administration locale. Il devenait évident que son père avait tout fait pour cacher la gravité de la situation. Peut-être avait-il espéré un miracle qui n'était jamais venu. Assise sur le sol poussiéreux, les jambes croisées, Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait toujours cru que cette ferme était solide, qu'elle représentait un héritage, un pilier familial sur lequel elle pourrait toujours s'appuyer en cas de coup dur. Mais aujourd'hui, ce même pilier s'effritait sous ses yeux. Elle se sentait trahie, non pas par son père, mais par le destin, par la vie elle-même qui semblait s'acharner sur elle sans relâche. Elle se releva lentement, balayant la pièce du regard, et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle apercevait les champs autrefois verdoyants, désormais envahis par les ronces et les mauvaises herbes. Le hangar au fond de la cour avait le toit effondré. Le vieux tracteur, couvert de rouille, était à moitié enterré dans la boue. Les clôtures étaient brisées, laissant libre cours aux animaux sauvages qui avaient certainement investi les lieux depuis longtemps. En sortant de la maison, elle décida de faire un tour complet de la propriété. Chaque pas sur cette terre lui rappelait son enfance, les étés passés à courir dans les champs, les repas en famille sous le grand chêne, les vendanges et les moissons qui rassemblaient voisins et amis. Mais ces souvenirs semblaient aujourd'hui appartenir à une autre vie, lointaine, presque irréelle. Ce qui se dressait devant elle n'était plus qu'une carcasse d'espoir,
un vestige d'un passé révolu. Claire pensa à retourner en ville, à tout abandonner. Après tout, elle avait un petit appartement à Bordeaux, un emploi précaire mais stable dans une agence de communication. Cette ferme, aussi précieuse fût-elle pour la mémoire familiale, n'était peut-être qu'un fardeau dont elle devait se libérer. Mais en même temps, une voix intérieure lui murmurait que fuir serait une trahison, non seulement envers ses ancêtres, mais aussi envers elle-même. Alors qu'elle passait près de l'ancien puits, elle remarqua que le sol était craquelé, marqué par la sécheresse et le manque d'entretien. Même l'eau semblait avoir déserté ces lieux. Tout autour d'elle respirait l'abandon, la fin d'un cycle, la fermeture d'un chapitre. Pourtant, une part d'elle refusait d'accepter cette fatalité. Elle se surprit à imaginer, malgré tout, ce que serait la ferme si elle était restaurée. Le toit réparé, les champs à nouveau cultivés, le bétail revenant peupler les prairies. Mais cette vision s'évanouit presque aussitôt face à la dure réalité des chiffres et des dettes. Claire se rendit ensuite au hangar, poussant avec difficulté la porte métallique rouillée. À l'intérieur, les outils étaient éparpillés, certains brisés, d'autres totalement inutilisables. Elle trouva le vieux cahier de compte de son père, posé sur un établi. En le feuilletant, elle vit la tentative désespérée d'un homme qui avait essayé de maintenir la tête hors de l'eau jusqu'au dernier souffle. Des colonnes de dépenses, de revenus quasi inexistants, des notes griffonnées à la va-vite, vendre le dernier lot de bois, appeler la banque encore une fois, trouver solution avant fin du mois. Elle referma le carnet avec un mélange de rage et de tristesse. Elle comprenait désormais pourquoi son père s'était renfermé sur lui-même ces dernières années, pourquoi il évitait les conversations sérieuses, pourquoi il semblait constamment préoccupé. Il portait seul le poids de cet échec annoncé, sans jamais demander d'aide, sans jamais montrer sa détresse. Le soleil commençait à se coucher derrière les collines, enveloppant la ferme d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'état des lieux. Claire s'assit sur une botte de foin effondrée, regardant au loin. Les larmes coulèrent de nouveau, silencieuses, brûlantes. Elle se sentait vidée, écrasée par une montagne de problèmes qu'elle ne savait pas comment affronter. Que pouvait-elle bien faire? Où trouver l'argent nécessaire pour sauver la ferme? Et surtout, en valait-il seulement la peine? Alors que la nuit commençait à tomber, une certitude s'imposa à elle. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Abandonner n'était pas dans sa nature. Peu importe l'ampleur de la tâche, elle devait au moins essayer. Cette terre, ces murs, ces souvenirs méritaient qu'elle se batte. Même si, à cet instant précis, elle n'avait pas la moindre idée de par où commencer, ni à qui s'adresser pour demander de l'aide. Le lendemain matin, Claire se leva tôt, le sommeil ayant été perturbé par des pensées tourmentées. Elle décida de s'attaquer à la montagne de papier entassée dans le bureau de son père. Elle s'installa à la table, armée d'un café noir, et commença à trier les documents. Très vite, elle se rendit compte que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Les lettres de relance, les avis de mise en demeure et les notifications de saisie s'accumulaient, formant un tableau alarmant de la détérioration financière de la ferme. Parmi les documents, une lettre attira particulièrement son attention. Elle provenait de la banque locale et portait la mention « Avis de saisie immobilière ». En la lisant, Claire sentit son cœur s'accélérer. La lettre stipulait que, faute de paiement des échéances du prêt hypothécaire, la banque avait engagé une procédure de saisie de la propriété. Le délai pour régulariser la situation était de 30 jours, faute de quoi la ferme serait mise en vente aux enchères publiques. Claire se leva précipitamment, parcourant la pièce en long et en large, tentant de comprendre comment une telle situation avait pu se produire. Elle se souvenait des conversations avec son père, qui, bien que préoccupé, n'avait jamais laissé transparaître l'ampleur des difficultés financières. Elle se demanda s'il avait tenté de la protéger ou s'il avait lui-même été dépassé par les événements. Déterminée à en savoir plus, Claire se rendit à la mairie du village pour consulter les registres fonciers. Là, elle découvrit que la ferme avait été hypothéquée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les montants empruntés étaient conséquents et les taux d'intérêt élevés. Elle comprit que son père avait probablement contracté ces prêts pour tenter de maintenir l'exploitation à flot, mais que les revenus de la ferme n'avaient pas suffi à couvrir les remboursements. De retour à la ferme, Claire fouilla dans les affaires de son père et trouva un carnet de notes. À l'intérieur, des calculs, des prévisions de récolte, des listes de dépenses. Tout indiquait qu'il avait essayé de trouver une solution, mais que les aléas climatiques
La baisse des prix agricoles et l'augmentation des charges avaient rendu la tâche impossible. Face à cette réalité, Claire se sentit submergée. Elle réalisa que, sans intervention rapide, elle perdrait non seulement la ferme, mais aussi l'histoire et les souvenirs de sa famille. Elle décida alors de contacter la banque pour demander un délai supplémentaire. Lors de l'entretien, le conseiller bancaire se montra compréhensif mais inflexible. La procédure était en cours et seule une régularisation immédiate des paiements en retard pourrait suspendre la saisie. Claire quitta la banque, le moral au plus bas. Elle savait qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour éviter la vente aux enchères. Elle pensa à vendre certains biens, mais la valeur de ceux-ci était dérisoire comparée au montant de la dette. Elle envisagea également de solliciter un prêt, mais sans revenu stable ni garantie. Les chances d'obtenir un financement étaient minces. De retour à la ferme, elle s'assit sur le perron, regardant les champs en friche. Elle se remémora les étés passés à travailler aux côtés de son père, les récoltes abondantes, les repas partagés en famille. L'idée de perdre tout cela lui était insupportable. Pourtant, elle ne voyait pas d'issue. Le soir venu, Claire décida de consulter un avocat pour explorer les options juridiques. Lors de la consultation, l'avocat lui expliqua que, bien que la situation soit critique, il existait des recours. Il évoqua la possibilité de contester la procédure de saisie en mettant en avant des irrégularités dans le contrat de prêt ou dans les démarches de la banque. Cependant, il précisa que ces démarches étaient longues, coûteuses et sans garantie de succès. Claire rentra chez elle, partagée entre l'espoir et le désespoir. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais chaque option semblait comporter des risques et des incertitudes. Elle passa la nuit à réfléchir, pesant le pour et le contre de chaque solution. Au petit matin, une idée germa dans son esprit. Et si la terre elle-même recelait une valeur insoupçonnée? Elle se rappela des rumeurs entendues autrefois sur des ressources naturelles présentes dans la région. Peut-être était-il temps d'explorer cette piste, aussi incertaine soit-elle. Déterminée à ne pas baisser les bras, Claire décida de contacter des experts pour évaluer le potentiel de ces terres. Elle savait que le temps jouait contre elle, mais elle était prête à tout tenter pour sauver la ferme et préserver l'héritage familial. Claire avait passé la nuit les yeux grands ouverts, le regard fixé sur le plafond fissuré de la chambre où elle avait grandi. La lumière froide du matin filtrait à travers les volets cassés, révélant la poussière en suspension dans l'air. Elle savait que le temps pressait. Moins de 30 jours pour trouver une solution. Moins de 30 jours pour empêcher que la ferme familiale, témoin de générations entières de labeur et de souvenirs, ne soit arrachée de ses mains pour tomber dans celle d'une banque ou d'un investisseur sans âme. L'idée même de perdre ce lieu qu'elle aimait tant était insupportable. Avec une détermination teintée d'angoisse, elle alluma son vieux téléphone portable, celui qu'elle n'avait quasiment pas utilisé depuis son arrivée. Elle ouvrit le répertoire, faisant défiler les noms des membres de sa famille, d'anciens amis, des voisins du village. Son doigt trembla légèrement avant d'appuyer sur le premier numéro, celui de son oncle Gérard, le frère cadet de son père, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années, mais dont elle se souvenait comme étant autrefois proche de la famille. La tonalité résonna longuement avant qu'une voix rocailleuse ne réponde. Claire expliqua rapidement la situation, les dettes, le risque de saisie, la nécessité de réunir de l'argent en urgence. Mais la réponse de Gérard fut glaciale. Il lui rappela sèchement que cela faisait bien longtemps qu'il avait coupé les ponts avec son frère à cause de vieilles querelles autour de l'héritage. Il déclara que la ferme n'avait jamais été une bonne affaire et qu'il ne voulait pas s'impliquer dans un naufrage annoncé. Il lui souhaita de manière presque ironique bonne chance avant de raccrocher sans attendre une réponse. Le souffle court, la gorge nouée, Claire prit une profonde inspiration et appela ensuite sa cousine Marianne, avec qui elle avait passé tant de moments dans son enfance. Au début, la voix de Marianne sembla douce, presque compatissante, mais dès que Claire aborda la question de l'argent, la conversation prit un ton distant. Marianne expliqua qu'elle-même traversait une période difficile, que les temps étaient durs pour tout le monde et qu'elle ne pouvait pas se permettre de prêter, même temporairement, une somme aussi importante. Elle lui conseilla d'accepter la réalité, de vendre la ferme tant qu'il en était encore temps et de recommencer sa vie ailleurs. Les appels s'enchaînèrent tout au long de la matinée. Chaque fois, c'était le même schéma. Certains répondaient avec des mots polis mais vides de sens, d'autres avec une froideur brutale, parfois même avec une pointe de reproche,
comme si la situation de Claire était le résultat de ses propres erreurs. Un ancien ami de la famille, qui avait autrefois travaillé avec son père, lui déclara que personne ne viendrait mettre de l'argent dans un endroit aussi sinistré. Il ajouta que les terres n'étaient plus ce qu'elles étaient, que l'agriculture n'avait plus d'avenir, et que la seule solution raisonnable était de laisser la banque faire son travail. Chaque refus était comme une claque. Chaque silence au bout du fil après ses explications lui donnait l'impression de sombrer un peu plus dans un abîme sans fond. La solitude lui apparaissait alors dans toute sa cruauté. Elle n'était pas seulement une femme seule face à des dettes colossales, elle était une femme abandonnée par ceux qui, autrefois, faisaient partie de son cercle familial ou amical. Il ne restait que des souvenirs effacés, des promesses jamais tenues et des liens devenus fictifs. Vers midi, après des heures passées à mendier une aide qui ne viendrait pas, Claire sortit dans la cour respirant l'air glacé. Le vent balayait les herbes folles, faisant claquer les volets branlants de la grange. Elle regarda autour d'elle, réalisant que, dans cette bataille, elle ne pourrait compter sur personne d'autre qu'elle-même. Le poids de cette certitude lui écrasa la poitrine. Elle décida alors de se rendre au village, espérant que, peut-être, les commerçants, les anciens amis de la famille, ou même le maire pourraient lui proposer une aide quelconque. Mais, une fois sur place, elle se heurta à la même indifférence, mêlée de gêne. Le boulanger, en la voyant entrer, détourna le regard, prétextant devoir servir un autre client. Le garagiste lui rappela poliment que les affaires étaient mauvaises et qu'il ne pouvait pas se permettre de prêter de l'argent, même à une Dubois. À la mairie, le secrétaire municipal l'accueillit avec un sourire compatissant, mais lui expliqua que la commune n'avait pas de fonds pour aider les particuliers en difficulté. Le clou final fut planté lorsqu'elle croisa Madame Lefranc, une vieille amie de sa mère. Cette dernière, après l'avoir écoutée, posa une main sur son épaule et lui dit avec une tristesse non feinte « Ma pauvre Claire, ton père était têtu. Il n'a jamais voulu écouter personne et maintenant tu récoltes ce qu'il a semé. » Ces mots, bien qu'intentionnés comme une forme de compassion, résonnèrent dans la tête de Claire comme une condamnation implacable. Le trajet de retour à la ferme se fit dans un silence oppressant. Chaque maison, chaque champ qu'elle croisait semblait lui rappeler que le monde s'était refermé sur elle. Elle pensa à vendre quelques machines agricoles, mais en consultant les prix du marché sur son téléphone, elle constata que leur état déplorable ne lui rapporterait presque rien. Les propositions d'achat pour les terres, lorsqu'il y en avait, étaient si basses qu'elles auraient à peine couvert une fraction de la dette. Et même cette solution radicale impliquait de renoncer à tout, ce qui lui semblait encore plus insupportable que la faillite elle-même. De retour dans le bureau de son père, elle s'effondra sur la vieille chaise en cuir usé. Elle contempla les papiers éparpillés, les factures impayées, les échéances marquées au stylo rouge. Le silence de la maison, seulement brisé par le tic-tac lointain de l'horloge du salon, lui donnait l'impression d'être enfermée dans un tombeau vivant. Tout semblait la condamner. Le temps, les institutions, les gens et même la terre qu'il avait vue naître. Les larmes finirent par couler, silencieuses, brûlantes. Ce n'était plus seulement de la tristesse, mais un mélange d'humiliation, de colère et de désespoir. Elle se sentait trahie non seulement par les autres, mais aussi par la vie elle-même. Comment en était-elle arrivée là? Comment le destin pouvait-il s'acharner à ce point sur une personne qui n'avait rien fait d'autre que vouloir préserver l'héritage de sa famille? À cet instant précis, une seule pensée occupa tout son esprit. Personne ne viendrait la sauver. Il n'y aurait pas de miracle, pas de main tendue. Elle était seule, absolument, irrémédiablement seule. La pluie tombait sans relâche depuis la nuit précédente, transformant la cour de la ferme en un mélange boueux où chaque pas semblait vouloir l'engloutir davantage. Claire restait debout sous le porche, observant le ciel noir et lourd qui semblait refléter exactement son état intérieur. Les gouttes s'écrasaient sur les toits rouillés, coulaient le long des murs fissurés et formaient des ruisseaux qui serpentaient entre les pierres disjointes de la cour. Le vent froid s'engouffrait dans les interstices, sifflant comme pour lui rappeler à chaque instant l'ampleur de son désespoir. Ses vêtements trempés collaient à sa peau, mais elle n'avait même plus la force de rentrer à l'intérieur. Elle se sentait engourdie, incapable de penser à autre chose qu'à la spirale infernale dans laquelle elle était désormais enfermée. Chaque minute qui passait rapprochait un peu plus l'échéance fatale. Le temps lui échappait comme l'eau s'échappait entre ses doigts serrés. Après de longues minutes d'immobilité, elle décida, presque machinalement,
de traverser la cour en direction du vieux hangar. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue, faisant jaillir des éclaboussures qui n'avaient plus d'importance. En poussant la porte branlante, elle fut accueillie par une odeur âcre de moisissure et de métal rouillé. Le toit fuyait à plusieurs endroits, laissant passer des filets d'eau qui tombaient sur le sol avec un bruit régulier, presque hypnotique. Au milieu du hangar, là où autrefois étaient entreposées les récoltes, ne restaient que des palettes cassées, des outils abandonnés et un vieux tracteur partiellement démonté. Claire s'avança jusqu'à l'espace vide, là où son père empilait autrefois les bottes de foin. Elle s'assit à même le sol, croisant les jambes sans se soucier de la boue et de l'humidité qui trempèrent son pantalon. C'est alors que, submergée par un mélange de fatigue, de douleur et de résignation, elle éclata en sanglots. Ce n'était pas de simples larmes silencieuses, mais un torrent de désespoir, un cri étouffé venu du plus profond de ses entrailles. Chaque sanglot résonnait contre les murs nus du hangar, se mêlant au fracas de la pluie et au sifflement du vent. Elle pleurait tout, son père absent, cette ferme qu'elle voyait se désagréger jour après jour, l'indifférence de ceux qui avaient refusé de l'aider, et surtout cette sensation terrifiante de n'avoir aucun contrôle sur ce qui lui arrivait. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'essuyer ses larmes, mais d'autres coulaient aussitôt incontrôlables. Elle n'avait jamais ressenti un tel effondrement. Toute sa vie, elle avait cru qu'avec de la volonté, de l'effort et de la persévérance, on pouvait affronter n'importe quel obstacle. Mais cette fois, la montagne semblait trop haute, trop abrupte, et elle n'avait même pas les forces pour en entreprendre l'ascension. Elle se mit à parler seule, à voix basse, comme pour tenter de donner un sens à ce chaos. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Les mots se perdaient dans l'écho du hangar, absorbés par le silence complice des lieux. Elle imagina un instant ce que son père aurait dit s'il avait été là. Peut-être lui aurait-il conseillé de vendre, d'abandonner, de recommencer ailleurs, ou peut-être, fidèle à son caractère, aurait-il serré les dents, refusé de céder et trouvé une solution improbable au dernier moment. Mais il n'était plus là. Il n'y avait que le vide, le froid, et ce sentiment insupportable d'être coincée dans un piège sans issue. Le regard flou par les larmes, elle fixa un point invisible devant elle. Son esprit vagabonda vers des souvenirs lointains, des après-midi passés à courir dans les champs, des soirées autour de la table, des rires, des discussions animées. Tout cela lui semblait aujourd'hui appartenir à un autre monde, un monde révolu. Les heures passaient, et la pluie ne faiblissait pas. Claire resta là, immobile, incapable de se relever. Elle se laissa envahir par une léthargie étrange, une sorte de torpeur où plus rien n'avait d'importance. Même le froid, qui pourtant s'infiltrait jusqu'à ses os, semblait ne plus l'atteindre. Elle se sentit soudain aussi fragile que ces vieux outils rouillés qui l'entouraient, témoins silencieux d'un passé qui s'effaçait lentement. Elle se surprit à imaginer la ferme après son départ. La maison vide, les volets battant au vent, les champs définitivement envahis par les broussailles. Peut-être que, dans quelques années, plus personne ne se souviendrait que la famille Dubois avait vécu ici pendant plusieurs générations. Le simple fait de penser à cette possibilité raviva une douleur sourde dans sa poitrine, une brûlure qui n'avait rien de physique, mais qui lui semblait plus violente que n'importe quelle blessure. À un moment, elle crut entendre un bruit de moteur au loin, mais le son se perdit rapidement dans le fracas de la pluie. Elle se dit que ce n'était sans doute qu'un voisin qui passait sur la route, ou peut-être un véhicule perdu dans la campagne. Elle n'y prêta pas plus d'attention, trop absorbée par le poids de ses pensées noires. La nuit tomba sans qu'elle ne s'en rende compte. Le hangar s'assombrit peu à peu, laissant place à une obscurité presque totale, seulement percée par les éclairs occasionnels qui illuminaient le ciel. Elle resta là, recroquevillée, incapable de bouger, comme si son corps lui-même avait décidé d'abandonner la lutte. Finalement, dans un mélange de fatigue extrême et de désespoir absolu, elle ferma les yeux. Les sanglots avaient cessé, remplacés par un silence intérieur écrasant. Elle ne savait pas ce qui l'attendait le lendemain. Elle ne savait même pas si elle aurait la force de se relever. Mais à cet instant précis, elle n'avait plus de larmes, plus de mots, plus de pensées. Il ne restait qu'un vide immense, un gouffre sans fond où tout semblait s'être effondré. Le matin se leva sur un paysage détrempé, où la pluie de la veille a laissé derrière elle un sol spongieux, des flaques immenses et une atmosphère encore chargée d'humidité. Claire, les traits tirés par la fatigue et le regard vide,
s'affaire malgré tout dans la cour de la ferme. Elle tente de remettre un semblant d'ordre parmi les décombres de ce qui fut autrefois une propriété florissante. Chaque objet qu'elle déplace semble peser plus lourd que le précédent, non pas par son poids réel, mais par le poids symbolique qu'il représente désormais. Les souvenirs s'entremêlent avec la désolation, rendant chaque geste plus pénible que le précédent. Au loin, le bruit d'un moteur se fait entendre, un ronronnement grave et régulier qui tranche brutalement avec le silence habituel de la campagne environnante. Intriguée mais méfiante, Claire se redresse et essuie machinalement ses mains pleines de terre sur son pantalon déjà souillé. Le bruit se rapproche, devient plus distinct. Ce n'est pas le vieux tracteur d'un voisin, ni le moteur poussif d'une voiture d'un habitant du village. Non, c'est quelque chose de plus moderne, plus puissant. Quelques secondes plus tard, une camionnette blanche, propre et récente, ornée du logo d'une entreprise qu'elle ne reconnaît pas immédiatement, apparaît au bout du chemin. Sur le flanc du véhicule, on peut lire en lettres bleues « Énergie Hexagone ». Le véhicule ralentit en approchant de la cour, soulève des gerbes de boue sous ses pneus, puis s'immobilise près de l'ancien portail défoncé. Deux hommes en descendent, vêtus de vestes imperméables siglées aux couleurs de la société. Leur allure est professionnelle, presque solennelle. Claire fronce les sourcils, le cœur battant un peu plus vite. Elle n'attendait personne. L'inquiétude se mêle à la curiosité. Elle se demande si la banque a déjà envoyé des huissiers, ou peut-être est-ce un service de l'administration venu constater l'état d'abandon de la propriété. Mais très vite, elle comprend que ces hommes n'ont ni le comportement ni l'attitude de représentants du fisc ou de créanciers. L'un des deux hommes, grand la quarantaine, cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, s'avance en lui tendant la main avec un sourire professionnel. « Bonjour Madame Dubois, je me présente. Jean-Luc Martin, responsable régional de la société Énergie Hexagone. Voici mon collègue, Mathieu Roussel, ingénieur en prospection. » Claire serre prudemment la main qu'on lui tend, gardant une distance instinctive. Elle ne comprend pas ce que cette société d'énergie pourrait bien vouloir avec elle, et encore moins avec cette ferme en ruine. Jean-Luc poursuit, adoptant un ton mesuré mais direct. « Nous sommes désolés de débarquer sans prévenir. Nous avons tenté de vous joindre par courrier ces dernières semaines, sans succès. Nos bureaux ont envoyé plusieurs notifications, mais, manifestement, elles ne vous sont pas parvenues. » Claire, songeant aux piles de lettres non ouvertes qu'elle avait découvertes, comprend que c'est très plausible. Son père, probablement déjà dépassé par ses soucis, n'avait même pas ouvert ses courriers. Voyant la méfiance grandir dans le regard de Claire, Mathieu prend la parole pour préciser « Nous sommes ici suite à des études géologiques menées dans la région. Il se trouve que vos terres se situent dans une zone que nous avons identifiée comme étant d'un certain intérêt pour notre entreprise. Nous aurions besoin de discuter avec vous de la possibilité d'effectuer des relevés plus précis, si vous le permettez. » Claire reste figée, abasourdie. Elle cherche à comprendre le sens de ses paroles. Pourquoi ces terres, en friche, pleines de dettes, attireraient-elles l'attention d'une entreprise d'énergie? Son premier réflexe est de penser à des éoliennes, ou peut-être à des panneaux solaires. Mais la précision avec laquelle ils évoquent des relevés géologiques suscite en elle une forme d'inquiétude mêlée à de la perplexité. Jean-Luc, percevant son trouble, enchaîne. « Permettez-moi d'être plus précis. Nous avons détecté, à travers des données sismiques et des études de sous-sol, certaines anomalies géologiques très intéressantes sous votre propriété et les terrains voisins. Ce genre de formation pourrait indiquer la présence de ressources naturelles exploitables. Nous aimerions obtenir votre autorisation pour effectuer des analyses plus approfondies sur votre terrain. » Pendant un instant, Claire se demande si elle est en train de rêver. Toute cette situation lui paraît irréelle, presque absurde. Il y a à peine 24 heures, elle était recroquevillée dans un hangar, en pleurs, persuadée que sa vie touchait à sa fin. Et voilà que deux hommes, sortis de nulle part, lui parlent d'anomalies géologiques et de ressources potentielles sous ses pieds. La méfiance reprend rapidement le dessus. Elle croise les bras et fixe les deux hommes d'un regard dur. « Je suis désolé, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous faites vraiment ici. Vous parlez de ressources. De quoi s'agit-il exactement? De quoi avez-vous besoin de moi ?» Mathieu sort alors un dossier plastifié qu'il ouvre soigneusement. Il en extrait plusieurs cartes topographiques, des schémas et des graphiques qu'il étale sur le capot de la camionnette. Il désigne une zone colorée en rouge, entourée de repères GPS qui correspondent précisément au contour de la ferme du bois.
Cette zone, madame, présente des indices très nets de poches souterraines d'hydrocarbures. Nous ne pouvons pas encore confirmer de façon définitive, sans des analyses de terrain. Mais nos données laissent penser qu'il pourrait s'agir d'une formation pétrolifère significative. À ces mots, Claire sent son souffle se couper. Du pétrole, sous sa ferme. Cela lui semble aussi improbable que si on lui avait annoncé la présence d'une mine d'or sous son potager. Le regard de Jean-Luc se veut rassurant. Nous comprenons que cela puisse vous surprendre. C'est inhabituel, certes, mais pas exceptionnel. Cette région, bien que peu exploitée jusqu'à présent, recèle quelques formations géologiques favorables. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est simplement de nous autoriser à effectuer des sondages. Rien de plus dans un premier temps. Claire reste sans voix, son esprit tourbillonnant entre incrédulité et suspicion. Comment peut-elle croire ces hommes, alors que depuis des semaines, elle se bat contre une réalité cruelle où tout semble vouloir la faire tomber plus bas encore? Est-ce une véritable opportunité ou une nouvelle embuscade dissimulée sous des termes techniques incompréhensibles? Elle serre les dents, le regard planté dans celui de Jean-Luc. Elle ne répond pas immédiatement, consciente que, quel que soit le chemin que cette rencontre ouvre, il pourrait bien être décisif pour l'avenir de tout ce qui reste de la ferme du bois. Claire resta là, les bras croisés, le regard fixe, oscillant entre incrédulité et méfiance. Elle observait les deux hommes qui dépliaient leurs cartes, leurs rapports techniques et leurs plans de prospection avec une minutie presque clinique. La pluie avait cessé, mais le sol restait gorgé d'eau, rendant chaque pas glissant, chaque mouvement hésitant. Elle écoutait leurs explications sans réellement parvenir à en saisir toutes les nuances techniques, tant la situation lui semblait irréelle. Ces mots, formation pétrolifère, poche d'hydrocarbures, sondages exploratoires, flottaient autour d'elle comme une langue étrangère qu'elle n'avait jamais appris à déchiffrer. Jean-Luc poursuivait son discours avec un calme méthodique, s'assurant de prononcer chaque mot avec une précision qui trahissait des années de pratique dans l'art de convaincre des propriétaires terriens sceptiques. Il détaillait comment leur entreprise, Énergie Hexagone, avait entrepris depuis plusieurs mois une vaste étude géologique dans le sud-ouest de la France, visant à identifier des zones de potentiel énergétique encore inexploitées. Et selon lui, la ferme du Bois se trouvait exactement au centre d'une de ces anomalies géologiques. Il sortit ensuite un autre document, une sorte de pré-contrat, expliquant qu'il ne s'agissait à ce stade que d'une autorisation temporaire de prospection. Cette autorisation permettrait à la société de réaliser plusieurs types d'analyses, des carottages, des études sismiques au sol et éventuellement des prélèvements plus profonds si les premières données s'avéraient prometteuses. En échange de cette autorisation, Claire percevrait une somme forfaitaire, modeste mais immédiate, censée compenser les éventuels désagréments causés par leur présence sur ces terres. Mathieu, l'ingénieur, intervint à son tour pour préciser les aspects techniques. Les machines qu'ils utiliseraient étaient relativement discrètes. Les interventions dureraient entre 3 et 5 semaines et tout serait remis en état une fois les opérations terminées. Il insista sur le fait que, légalement, aucune exploitation ne pourrait commencer sans un accord formel, signé ultérieurement et soumis à de nombreuses régulations environnementales strictes. Mais plus les deux hommes parlaient, plus Claire sentait son estomac se nouer. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Comment était-il possible que, pendant des générations, sa famille ait vécu ici sans jamais soupçonner l'existence d'une telle richesse sous leurs pieds? Comment se faisait-il que cette information émerge précisément maintenant, alors que la ferme était au bord de la faillite, que tout semblait perdu? Elle regarda de nouveau le pré-contrat. Les termes juridiques, bien qu'écrits dans un français parfaitement clair, lui paraissaient soudainement aussi opaques qu'un jargon médical. Des mots comme cession temporaire de droits de surface, indemnité compensatoire, droit d'accès limité ou encore option de négociation future lui sautaient aux yeux sans qu'elle puisse en mesurer les implications réelles. Était-ce une simple formalité, comme les représentants tentaient de le lui faire croire, ou était-ce le début d'un engrenage dont elle ne pourrait plus jamais sortir? Le regard de Jean-Luc se fit plus doux, presque compatissant. Il semblait percevoir le tumulte intérieur de Claire. Il posa alors une main légère sur le capot de la camionnette, comme pour ancrer ses propos dans le concret, et déclara « Madame Dubois, je comprends que cela puisse être déroutant. Vous vivez des moments compliqués, cela se voit. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une opportunité, pas une contrainte.
Vous avez tout à gagner à nous laisser réaliser ces études. Il n'y a aucun risque pour vous à ce stade. Et qui sait, si les résultats sont favorables, cela pourrait changer votre vie. » Claire sentit une vague étrange la traverser, mélange de méfiance, d'espoir, mais aussi de peur. Elle pensa immédiatement à la dette colossale qui menaçait de lui arracher la ferme dans moins de 30 jours. Elle pensa également à la solitude écrasante qu'elle ressentait depuis plusieurs semaines, à l'indifférence de sa propre famille, aux humiliations successives lorsqu'elle avait tenté de solliciter de l'aide. Et voilà que deux inconnus surgissaient, apportant avec eux la promesse ou l'illusion d'un salut inespéré. Elle reprit le document et commença à le lire plus attentivement. Quelques lignes retinrent particulièrement son attention. En cas de découverte d'une ressource exploitable, Énergie Hexagone se réserve un droit de négociation prioritaire avec le propriétaire des lieux dans le cadre d'un contrat d'exploitation soumis aux lois françaises et européennes en vigueur. Cette phrase, en apparence anodine, fit naître en elle une multitude de questions. Que signifiait exactement négociation prioritaire? Était-ce une manière déguisée de verrouiller toute discussion future, de l'empêcher de consulter d'autres entreprises ou d'exiger des conditions plus favorables? Elle se rendit compte que, dans cet univers, elle était totalement ignorante. Son expérience se limitait aux devises agricoles, aux factures de fournisseurs, aux contrats d'assurance. Rien dans son parcours ne l'avait préparée à négocier avec des multinationales de l'énergie, ni à comprendre les subtilités juridiques d'un contrat de prospection pétrolière. Tout en tenant le document, elle leva les yeux vers les deux hommes et leur demanda d'une voix plus ferme, où transparaissait la méfiance. « Si je signe, qu'est-ce que cela signifie exactement pour moi? Quels sont mes droits? Quels sont les vôtres? Est-ce que je peux changer d'avis ensuite? Et surtout, qu'est-ce qui me garantit que vous n'allez pas me rouler dans la farine comme l'ont fait tant d'autres avant vous ?» Jean-Luc esquissa un sourire, manifestement préparé à ce genre de réaction. Il répondit calmement « Vous avez parfaitement raison de poser ces questions, Madame Dubois. Ce document est encadré par la loi. Vous conservez la pleine propriété de vos terres. Il s'agit uniquement d'une autorisation temporaire pour effectuer des analyses. À l'issue de ces études, vous êtes libre de décider si vous souhaitez aller plus loin avec nous, avec une autre entreprise ou pas du tout. Tout reste entre vos mains. » Mathieu ajouta « Et pour que vous soyez totalement rassurés, vous pouvez bien entendu faire relire ce document par un avocat, un notaire ou un conseiller juridique. C'est même ce que nous recommandons systématiquement à nos interlocuteurs. » Claire sentit alors un frisson la parcourir. Non pas à cause du froid humide qui imprégnait encore l'air, mais parce qu'elle comprenait que pour la première fois depuis des semaines, quelque chose venait briser l'inertie du désespoir. Mais en même temps, elle savait qu'elle marchait sur un fil, que la moindre erreur dans cette décision pourrait soit la sauver, soit l'enterrer définitivement. Le poids de cette responsabilité était écrasant. Elle regarda de nouveau le papier, puis les deux hommes, et murmura pour elle-même, sans encore savoir si elle parlait à eux ou à sa propre conscience, « Je dois réfléchir. » Les jours qui suivirent, la visite des représentants de Énergie Hexagone furent marqués par une étrange tension, une sorte de vacillement permanent entre espoir et méfiance. Claire avait décidé de ne rien signer sur le moment. Elle avait pris le dossier, soigneusement rangé dans une pochette plastifiée, et l'avait posé sur la table du salon. Chaque fois qu'elle passait devant, son regard était irrésistiblement attiré par cette liasse de feuilles qui, malgré son apparente banalité administrative, représentait peut-être la clé de son avenir. Mais une autre partie d'elle-même refusait obstinément de céder à l'enthousiasme. Elle connaissait trop bien la dureté de la vie pour se laisser berner par de simples promesses écrites. Elle passa des heures à lire et relire le pré-contrat, à tenter de comprendre les termes juridiques, les implications techniques, les éventuelles failles cachées derrière les formulations neutres. Plus elle lisait, plus elle se rendait compte de son ignorance dans ce domaine. Pourtant, quelque chose, au fond d'elle, lui disait que tout cela n'était pas anodin. Son intuition, forgée par des années à se battre pour maintenir la ferme debout malgré les difficultés, lui soufflait que ce n'était pas une simple manœuvre commerciale ordinaire. Quelques jours après cette première rencontre, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour vérifier l'état du vieux hangar, elle entendit de nouveau le bruit caractéristique de la camionnette blanche. Elle se figea un instant, le cœur battant un peu plus vite. Cette fois, elle n'était ni surprise, ni vraiment inquiète. Elle savait que la suite de cette histoire allait se jouer maintenant.
La camionnette se gara exactement au même endroit que la fois précédente. Jean-Luc et Mathieu en descendirent, accompagnés cette fois d'une troisième personne, une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux courts grisonnants, portant une veste avec le même logo que ses collègues. Elle s'avança vers Claire avec une poignée de main ferme et un sourire franc. « Bonjour, Madame Dubois. Je suis Sophie Lambert, directrice des opérations pour la région Nouvelle-Aquitaine. Nous revenons avec des nouvelles importantes. » Claire sentit immédiatement que le ton était différent, plus formel, plus grave, comme si ce qui allait être dit dépassait largement la simple formalité d'un contrat de prospection. Jean-Luc sortit une nouvelle fois ses dossiers, mais cette fois, il les accompagna d'un ordinateur portable qu'il posa sur le capot de la camionnette. Il ouvrit un logiciel qui fit apparaître des cartes en 3 dimensions, des coupes géologiques, des graphiques complexes. « Nous avons accéléré l'analyse des données préliminaires », expliqua Sophie en désignant l'écran. « Les résultats que nous avons obtenus sont au-delà de ce que nous espérions initialement. Il ne s'agit pas simplement d'une petite poche d'hydrocarbures. Les simulations indiquent une formation géologique très étendue, avec un potentiel de production significatif, probablement l'un des plus importants identifiés dans cette région depuis plusieurs décennies. » Les mots résonnaient dans la tête de Claire comme une déflagration. Elle resta un instant immobile, incapable de répondre. Son regard passait du visage concentré de Sophie à l'écran où s'affichaient des courbes, des chiffres, des zones colorées en rouge et en orange. Elle ne comprenait pas tout, bien sûr, mais elle comprenait l'essentiel. Sous ses pieds se trouvait une richesse insoupçonnée, une source de revenus dont elle n'avait jamais osé rêver. Mathieu, voyant son trouble, prit le relais pour expliciter les données techniques. La structure que nous avons identifiée présente des caractéristiques géologiques très favorables. Nous estimons la capacité potentielle de cet emplacement à plusieurs millions de barils de pétrole. Évidemment, ces chiffres restent à confirmer avec des forages exploratoires, mais les modèles sont solides, très solides. Jean-Luc renchérit immédiatement. Et il y a plus. Nos analyses indiquent également la présence probable de poches de gaz naturel, ce qui augmenterait encore la rentabilité de l'exploitation. Ce genre de combinaison est extrêmement rare. C'est une opportunité exceptionnelle et nous souhaitons évidemment vous associer pleinement à ce projet. Claire sentit ses jambes fléchir. Elle dut se retenir contre le capot de la camionnette pour ne pas vaciller. Des millions de barils, du gaz naturel. Ces mots avaient beau être prononcés avec calme, presque avec une froideur scientifique, ils prenaient dans son esprit une dimension vertigineuse. Elle pensa aussitôt aux dettes, aux avis de saisie, aux humiliations subies auprès de sa famille et des commerçants du village. Cette ferme, que tout le monde considérait comme un boulet, un fardeau sans avenir, était en réalité un trésor caché que personne n'avait jamais su voir. Mais avec cette révélation, une autre pensée surgit immédiatement, plus sombre, plus menaçante. Si cette information devenait publique, que se passerait-il? Les vautours, les spéculateurs, les cabinets d'avocats, les intermédiaires de tous bords ne tarderaient pas à affluer, chacun avec la ferme intention de récupérer une part du gâteau. Claire comprit alors que ce qui jusque-là était une lutte désespérée pour ne pas sombrer allait se transformer en un autre combat, tout aussi rude, pour ne pas se faire déposséder de cette richesse inattendue. Sophie, comme si elle lisait ses pensées, ajouta d'une voix plus douce. « Nous comprenons que cela puisse être très soudain. C'est pourquoi nous voulons vous accompagner dans ce processus. Nous souhaitons vous proposer un partenariat équitable. Pas une simple cession, pas un rachat, mais un accord où vous resterez propriétaire des terres et toucherez une part significative des revenus de l'exploitation. » Elle sortit alors un nouveau document, beaucoup plus épais que le précédent, un projet de contrat de partenariat. Claire l'ouvrit, feuilletant rapidement les pages remplies de chiffres, de clauses, de conditions. Des mots comme redevance, droit de production, fonds d'indemnisation environnementale, participation aux bénéfices, s'alignaient les uns après les autres, dessinant un paysage juridique et économique totalement étranger à son univers habituel. Jean-Luc précisa « Évidemment, tout ceci est soumis à des négociations. Vous avez le droit de consulter un avocat, de demander des ajustements, de poser toutes les questions nécessaires. Nous voulons que ce partenariat soit bénéfique pour vous autant que pour nous. » Claire releva les yeux, croisant les regards de ses interlocuteurs. Elle voyait dans leurs expressions une sincérité apparente, mais elle savait aussi que ces gens étaient des professionnels, des négociateurs aguerris.
rompue aux subtilités des contrats complexes. Elle se rendait compte que, même si la chance venait de frapper à sa porte d'une manière aussi spectaculaire qu'inattendue, elle devait maintenant être plus vigilante que jamais. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Elle pensa immédiatement qu'elle ne pouvait pas se lancer seule dans une telle aventure. Il lui fallait des conseils, un accompagnement juridique solide, quelqu'un qui soit capable de décrypter pour elle ce langage codé et de défendre ses intérêts avec la même ardeur que ses représentants défendaient ceux de leur entreprise. Mais malgré l'angoisse qui commençait à naître en elle, une lueur différente apparut dans son regard. Ce n'était plus la détresse d'une femme au bord de la faillite. C'était autre chose. Une forme de détermination nouvelle, alimentée par la certitude que, pour la première fois depuis des semaines, peut-être depuis des années, elle avait enfin une carte à jouer. Et cette carte, elle comptait bien l'utiliser à son avantage. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, mais Claire restait assise à la grande table de la cuisine, une lampe dégageant une lumière jaune vacillante, éclairant à peine les piles de documents étalés devant elle. Les propositions de la société Énergie Hexagone formaient un amas de feuilles remplies de termes juridiques, de tableaux, de clauses, de conditions suspensives et de projections financières. Le calme apparent de la campagne était trompeur, car dans son esprit, c'était un véritable ouragan. Chaque mot lu semblait soulever une nouvelle question, chaque clause une nouvelle inquiétude. Elle comprenait désormais que la proposition qui lui était faite allait bien au-delà d'un simple accord de prospection. Il ne s'agissait plus seulement de permettre à quelques ingénieurs de percer des trous dans le sol, mais bien d'entrer dans une relation contractuelle de très longue durée où les enjeux financiers, juridiques et environnementaux étaient gigantesques, et ce n'était pas un monde auquel elle appartenait. Tout ce qui se trouvait sous ses yeux lui semblait conçu pour être volontairement opaque, presque hermétique pour quelqu'un comme elle, sans formation juridique ni expertise en négociation de haute volée. Les premières pages semblaient rassurantes, respect de la propriété, engagement en faveur de la remise en état des terres après les travaux, indemnité en cas de dommages. Mais plus elle avançait dans la lecture, plus apparaissaient des passages qui la troublaient profondément. Certaines clauses parlaient de cession temporaire de droits d'usage des sous-sols. D'autres mentionnaient des options d'achat préférentielles sur toute découverte ultérieure. Et plus loin encore, un passage précis stipulait que l'entreprise pourrait exiger des servitudes permanentes pour l'exploitation et l'accès aux ressources. Claire se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le carrelage usé. Elle fit quelques pas dans la pièce, passant la main dans ses cheveux, essayant de calmer le flux incessant de ses pensées. Elle repensa au visage de Jean-Luc, de Sophie, de Mathieu. Leur discours était parfaitement rodé, rassurant, presque séduisant. Mais derrière cette façade professionnelle se cachait une mécanique bien huilée, faite pour protéger avant tout les intérêts de l'entreprise, pas les siens. Et si elle signait, que se passerait-il vraiment? Les montants évoqués donnaient le vertige. Même avec un faible pourcentage des recettes, elle pourrait non seulement rembourser toutes ses dettes, mais aussi restaurer la ferme, moderniser les équipements, et même envisager de diversifier son activité. Elle pourrait transformer cette propriété en modèle de ferme écologique, créer des emplois pour le village, redonner vie à ces terres que tout le monde pensait définitivement perdues. L'idée était à la fois euphorisante et terrifiante. Mais en même temps, les implications à long terme l'effrayaient. Certaines clauses limitèrent sa capacité à disposer librement de ses terres. Si elle voulait vendre un jour, le nouveau propriétaire serait automatiquement lié au terme de ce contrat. Pire encore, si des désaccords surgissaient sur les modalités d'exploitation ou sur les dommages environnementaux, il lui faudrait engager des procédures longues et coûteuses contre une entreprise dotée de ressources juridiques infiniment plus puissantes que les siennes. Et puis, il y avait la question morale, celle qui, silencieuse, la taraudait depuis le début. Cette terre, elle l'avait héritée de ses ancêtres. Elle portait la mémoire de générations de cultivateurs, de femmes et d'hommes qui avaient consacré leur vie à la cultiver, à la préserver. Était-il vraiment légitime de la transformer en un site d'exploitation pétrolière avec tout ce que cela impliquait? Le simple fait d'imaginer des foreuses, des pipelines, des réservoirs, là où autrefois s'étendaient les champs de blé, lui nouait la gorge. Pourtant, l'alternative était tout aussi brutale. Ne pas signer signifiait probablement perdre la ferme.
La banque ne lui laisserait aucun répit. La saisie était imminente, le compte à rebours inexorable. Elle avait tenté tous les recours, sollicité tous les soutiens possibles, et elle s'était heurtée à un mur d'indifférence et d'impuissance. Elle retourna s'asseoir, attrapant un stylo pour gribouiller sur un coin de papier une liste de questions. Elle nota « Quelle garantie juridique? Quel contrôle sur l'environnement? Quelle durée exacte d'exploitation? Quelle part réelle des bénéfices? Quelles conséquences pour la vente future de la ferme ?» Plus elle écrivait, plus la liste s'allongeait. Et avec elle grandissait la certitude qu'elle ne pouvait pas se lancer seule dans une telle négociation. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de survie, de dignité, de préservation de ce qu'elle était et de ce que cette ferme représentait. Elle pensa à contacter un notaire, mais elle savait que le champ de compétences d'un notaire rural ne suffirait pas pour décrypter les subtilités d'un contrat industriel aussi complexe. Il lui fallait un spécialiste, un expert en droit de l'énergie, en droit environnemental, quelqu'un qui comprendrait non seulement les termes juridiques, mais aussi les pratiques et les stratégies des grandes entreprises du secteur. Elle passa le reste de la nuit à faire des recherches sur son téléphone, malgré la connexion instable. Elle chercha des cabinets spécialisés, des associations de défense des propriétaires terriens, des collectifs d'opposants à l'exploitation des hydrocarbures. Elle tomba sur des témoignages de propriétaires qui, ailleurs en France, avaient été confrontés à des situations similaires. Certains avaient réussi à négocier des accords très favorables. D'autres racontaient comment ils avaient été piégés par des clauses abusives, perdant progressivement tout contrôle sur leurs propres terres. Au petit matin, le visage marqué par la fatigue mais le regard animé d'une nouvelle détermination, Claire se fit une promesse. Elle n'allait pas laisser ses décisions se prendre sans avoir tous les éléments en main. Elle n'allait pas céder à la tentation facile de signer par désespoir, ni se laisser séduire par les promesses dorées de Énergie Hexagone. Cette ferme était tout ce qui lui restait. Elle valait bien le combat le plus acharné qu'elle ait jamais mené. La matinée était grise, et le vent, chargé d'humidité, balayait la campagne de Nouvelle-Aquitaine avec une intensité qui semblait vouloir effacer toute trace de lumière. Claire, le visage fermé, marchait nerveusement dans le salon, le téléphone à la main, cherchant désespérément le bon contact, la personne capable de l'aider à comprendre, à décoder et surtout à défendre ses intérêts. La nuit blanche qu'elle venait de traverser avait renforcé en elle une conviction absolue. Elle ne signerait rien sans l'avis d'un professionnel. Pas n'importe quel professionnel, mais quelqu'un d'expérimenté, de redoutable, de parfaitement au fait des arcanes du droit de l'énergie et des contrats d'exploitation de ressources. Après plusieurs appels infructueux, des répondeurs impersonnels, des secrétaires lui expliquant que leurs avocats étaient indisponibles ou qu'ils ne traitaient pas ce type de dossier, elle finit par tomber sur une voix claire, directe, assurée. « Cabinet Lefebvre et Associés, bonjour ». Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait dans le ton de cette voix quelque chose de différent, une fermeté qui contrastait avec la mollesse bureaucratique des échanges précédents. Elle expliqua brièvement sa situation, la ferme, la découverte des hydrocarbures, la proposition d'Énergie Hexagone, ses doutes, ses peurs. Elle n'avait pas terminé sa phrase que la secrétaire lui coupa la parole pour lui demander de patienter 1 minute. Moins de 30 secondes plus tard, une autre voix, cette fois plus grave, plus posée, se fit entendre. « Bonjour, je suis Camille Lefebvre. Ma secrétaire m'a résumé votre situation. Vous avez bien fait d'appeler. Il est impératif que vous soyez accompagné sur ce genre de dossier. Pouvez-vous me détailler exactement les termes du contrat qu'on vous propose ?» Claire sentit ses mains trembler légèrement. Elle ne s'attendait pas à parler si vite directement avec la fondatrice du cabinet. Elle reprit son souffle et raconta tout. Les visites, les cartes topographiques, les simulations en 3 dimensions, les clauses qu'elle ne comprenait pas, le vertige face aux chiffres et aux engagements à long terme. Camille Lefebvre l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes de temps à autre et ponctuant ses silences de petits acquiescements presque imperceptibles. Lorsqu'elle reprit la parole, son ton était devenu plus ferme encore. « D'abord, sachez que ce que vous vivez est malheureusement fréquent. Les sociétés comme Énergie Hexagone disposent de départements entiers dédiés à la rédaction de contrats suffisamment avantageux pour elles, tout en paraissant acceptables pour les propriétaires. Leur objectif est simple, verrouiller l'accès aux ressources tout en minimisant la part de revenus que vous pourriez percevoir,
mais cela ne veut pas dire que vous êtes sans défense. » Elle poursuivit, exposant calmement mais avec une rigueur implacable les différentes stratégies couramment utilisées dans ce type de négociation. Elle expliqua comment certaines clauses, en apparence anodines, pouvaient aboutir à la perte de contrôle progressif sur l'usage de la terre, comment des engagements sur la remise en état étaient souvent sujets à des interprétations larges, et surtout, comment les droits de sous-sol en France, bien qu'appartenant en partie à l'État, donnaient encore aux propriétaires fonciers un levier de négociation bien plus puissant que ce que la plupart imaginaient. Claire l'écoutait, partagée entre la fascination et une sorte de soulagement profond. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle avait le sentiment d'être entendue, comprise, soutenue. Ce n'était pas un dialogue où elle devait mendier de l'aide ou supplier. Non, Camille Lefebvre parlait à ses côtés, comme une alliée, une stratège, quelqu'un qui comprenait parfaitement les règles du jeu et qui savait comment les utiliser. La discussion s'étira pendant près d'1 heure. Camille lui demanda de lui envoyer immédiatement tous les documents, tous les échanges écrits avec Énergie Hexagone, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs qu'elle avait rencontrés. Elle l'informa qu'elle commencerait sans tarder une analyse approfondie du contrat, et que dès le lendemain, elle lui proposerait une stratégie de négociation. Elle précisa également qu'elle avait, dans son réseau, des experts indépendants en évaluation de ressources énergétiques qui pourraient valider les chiffres avancés par la société. Il est fréquent que les entreprises minimisent la valeur réelle d'un gisement pour obtenir des contrats plus avantageux. Nous allons vérifier si c'est le cas ici. À cet instant précis, Claire sentit quelque chose se transformer en elle. La peur omniprésente depuis des semaines commença à se fissurer, laissant place à une forme nouvelle de lucidité. Elle comprenait que le simple fait d'être propriétaire de cette terre lui conférait un pouvoir considérable, bien plus grand que ce que la société pétrolière voulait lui faire croire. Camille termina l'appel par ces mots. « Sachez une chose, Madame Dubois, vous êtes dans une position bien plus forte que vous ne l'imaginez. Votre terre vaut potentiellement une fortune. Vous avez le droit d'en exiger une juste contrepartie. Vous avez le droit d'imposer vos conditions. Et croyez-moi, nous allons le faire. » En raccrochant, Claire se sentit comme portée par une énergie nouvelle. Le décor autour d'elle semblait avoir changé. Ce qui, la veille encore, lui apparaissait comme une ferme en ruine, symbole d'un échec, d'un passé révolu, lui semblait désormais être le cœur battant d'un potentiel colossal. La vieille grange aux toits effondrés, les clôtures brisées, les champs envahis de ronces n'étaient plus simplement des vestiges d'un rêve brisé. Ils étaient la porte d'entrée vers un avenir radicalement différent. Elle se leva, sortit sur le perron et regarda l'horizon, là où les collines ondulaient sous le ciel plombé. Le vent soufflait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne lui semblait plus hostile. Elle inspira profondément. Oui, ce combat serait difficile. Oui, elle allait devoir affronter des négociateurs aguerris, des juristes redoutables, des intérêts financiers colossaux, mais elle ne serait pas seule. Et désormais, elle savait que ce combat, elle était prête à le mener. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par le bruit insistant de son téléphone portable, posé sur la table de nuit. Encore ensommeillée, elle attrapa l'appareil et découvrit un message vocal laissé par Jean-Luc de Énergie Hexagone. La voix était toujours courtoise, mais un brin plus pressante que les jours précédents. Il expliquait qu'il était impératif de se rencontrer rapidement afin de discuter des termes du contrat et de finaliser les détails. Il ajoutait que leur fenêtre d'intervention technique était limitée et que, pour des raisons logistiques et climatiques, il serait préférable de signer avant la fin de la semaine. Claire sentit immédiatement que quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus la proposition amicale d'une première rencontre, ni l'enthousiasme feutré d'une annonce prometteuse. C'était une pression déguisée, habilement formulée, destinée à l'amener à prendre une décision rapide, sans lui laisser le temps de réfléchir en profondeur ou de peaufiner sa stratégie. Elle répondit en prétextant avoir besoin de quelques jours supplémentaires pour consulter ses conseillers juridiques. À peine avait-elle raccroché que le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Sophie Lambert, la directrice des opérations. Elle se montra tout aussi affable, mais son discours était encore plus appuyé. Elle expliqua que le groupe avait d'autres projets en cours dans la région et qu'il devait impérativement organiser les interventions en fonction des disponibilités des équipes de forage. Elle insista lourdement sur le fait que,
Si elle tardait trop à donner son accord, Énergie Hexagone pourrait être contrainte de reporter les opérations de plusieurs mois, ce qui, selon elle, serait une opportunité perdue pour tout le monde. Claire sentit la colère monter en elle. Ce que ses interlocuteurs cherchaient à faire était évident. Ils tentaient de l'acculer psychologiquement, de la pousser à croire qu'elle risquait de tout perdre si elle osait prendre le temps de réfléchir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel de Camille Lefebvre. L'avocate avait déjà analysé une bonne partie du contrat et les différents échanges. Sa voix était assurée, déterminée, presque tranchante. « Claire, ils utilisent une stratégie classique de pression. Le faux sentiment d'urgence est l'un des outils préférés des multinationales pour forcer la main aux propriétaires isolés. C'est vieux comme le monde. Ils veulent vous faire croire que vous n'avez pas le choix, que c'est maintenant ou jamais. Mais la réalité est tout autre. Leur intérêt pour vos terres est bien plus grand que ce qu'ils laissent entendre. » Camille lui expliqua ensuite que, d'un point de vue juridique, aucune opération de forage ne pouvait avoir lieu sans un contrat parfaitement validé par les deux parties. Elle lui précisa également que les démarches administratives, notamment les demandes de permis auprès des autorités environnementales, prenaient de toute façon plusieurs mois, voire des années. Autrement dit, le discours sur l'urgence logistique n'était qu'un leurre. Encouragée par ces informations, Claire prit la décision de jouer elle aussi la carte de la pression, mais dans le sens inverse. Elle rappela Jean-Luc et, d'un ton calme mais ferme, lui expliqua qu'elle avait désormais une représentante légale et que toutes les discussions passeraient par elle. Elle ajouta que le contrat, dans sa forme actuelle, était inacceptable et qu'elle attendait une nouvelle proposition, tenant compte de ses exigences. La réaction de Jean-Luc fut immédiate. Son ton se durcit légèrement, tout en restant enveloppé d'une politesse feinte. Il répondit que Énergie Hexagone avait toujours agi dans le respect des propriétaires et qu'ils étaient ouverts à la discussion, mais que les conditions de base ne changeraient pas fondamentalement. « Nous devons rester dans un cadre raisonnable, Madame Dubois », insista-t-il, comme pour signifier que toute demande trop ambitieuse serait considérée comme excessive. Le lendemain, alors que Claire s'occupait de nettoyer la grange, une camionnette banalisée se présenta à l'entrée de la ferme. Deux nouveaux représentants, cette fois issus du département juridique de la société, en descendirent. Ils se présentèrent, documents en main, et expliquèrent qu'ils étaient là pour clarifier certains points du contrat, répondre aux questions et, idéalement, avancer vers une signature rapide. Ils proposèrent des ajustements mineurs, des détails cosmétiques qui, aux yeux de Claire, ne changèrent rien au véritable déséquilibre du contrat. Mais cette fois, Claire ne se laissa pas impressionner. Elle leur annonça sans détour que tout ce qu'ils avaient à dire devrait être communiqué directement à son avocate, Lefebvre. Elle les observa alors se décomposer légèrement, pris de court par le fait qu'elle ne pliait pas face à leurs arguments. Le sourire figé de l'un d'eux trahissait son agacement croissant. De retour dans la maison, elle appela immédiatement Camille pour lui relater cette visite inopinée. L'avocate éclata d'un rire bref mais sans joie. « Ils testent vos limites, Claire. Ils veulent de voir si vous cédez sous la pression. C'est exactement maintenant qu'il faut tenir bon. » Elle lui expliqua ensuite que pendant ce temps, elle avait découvert un point capital dans les documents techniques. Les volumes estimés par Énergie Hexagone étaient probablement sous-évalués. Elle avait mandaté un géologue indépendant pour vérifier les données et les premiers retours confirmaient une chose cruciale. La richesse du sous-sol de la ferme était nettement supérieure à ce que la société avait voulu faire croire. Cette découverte changeait radicalement la donne. Non seulement Claire avait désormais la certitude que ces terres valaient une fortune, mais elle comprenait aussi que la société avait tenté de minimiser l'enjeu pour obtenir un contrat plus favorable. Le masque de la cordialité tombait peu à peu pour laisser apparaître les véritables stratégies de ces négociateurs chevronnés. Dans les jours qui suivirent, les appels se multiplièrent, tantôt Jean-Luc, tantôt Sophie, tantôt des juristes. Chaque fois, le discours était le même. Une fausse urgence, des incitations financières, des promesses de bonus en cas de signature rapide. On lui parla même de primes exceptionnelles, de soutien technique, d'aide à la rénovation des bâtiments agricoles. Mais Claire, désormais soutenue par Camille, ne cédait pas. Elle ressentait une étrange sensation presque euphorique. Ce n'était plus la femme isolée, en larmes dans le vieux hangar, terrassée par la perspective de la faillite. C'était une propriétaire foncière consciente de la valeur de ce qu'elle possédait,
déterminée à défendre ses droits jusqu'au bout. Lorsque le soleil se coucha ce soir-là, Claire observa longuement les champs, les collines, les bâtiments fatigués, mais debout. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle ne voyait plus la ferme comme un fardeau. Elle la voyait comme un levier, un pouvoir, une clé pour transformer non seulement sa propre vie, mais aussi, peut-être, celle de tout le village. Lorsque Camille Lefebvre appela ce matin-là, sa voix d'ordinaire mesurée et professionnelle portait une intensité nouvelle, presque vibrante. « Claire, asseyez-vous, ce que j'ai à vous dire va bouleverser complètement la situation. » Claire, déjà debout depuis l'aube, tentait de garder son calme, mais son cœur se mit immédiatement à battre plus vite. Elle se laissa tomber sur la vieille chaise de la cuisine, le regard fixé sur la fenêtre par laquelle filtrait une lumière pâle et hésitante. Camille expliqua qu'elle avait reçu l'analyse complète du géologue indépendant qu'elle avait mandaté quelques jours plus tôt. Les résultats étaient tout simplement stupéfiants. Non seulement les réserves pétrolières sous la ferme étaient bien plus importantes que ce qu'Énergie Hexagone avait laissé entendre, mais le rapport confirmait également la présence d'une nappe de gaz naturel d'une ampleur inattendue. Selon les projections, les revenus générés par l'exploitation combinée de pétrole et de gaz pourraient atteindre des sommes qui dépassaient largement tout ce que Claire avait pu imaginer. Claire, ce que vous possédez n'est pas simplement un gisement. C'est un véritable trésor énergétique. Le potentiel économique est gigantesque. Et je vous le dis très clairement, Énergie Hexagone le sait depuis le début. Ils ont volontairement minimisé les données. Leur stratégie était limpide. Obtenir votre signature en vous faisant croire que la découverte était modeste, presque marginale, afin de négocier à leur avantage. Les mots de Camille résonnaient comme un séisme. Claire sentit ses mains devenir moites, ses doigts trembler légèrement. L'émotion qui l'envahit était un mélange détonnant de colère, de soulagement et de puissance. Pendant des semaines, elle s'était battue contre l'impression d'être acculée, réduite à mendier des miettes pour sauver la ferme. Et voilà que la réalité s'inversait brutalement. Ce n'était plus elle qui avait besoin d'Énergie Hexagone, c'était eux qui avaient besoin d'elle. Camille poursuivit, implacable. J'ai également fait analyser les clauses cachées du contrat qu'ils vous ont proposé. Il y a des passages absolument scandaleux, des limitations déguisées de vos droits, des obligations environnementales réduites à presque rien, des pénalités quasi inexistantes en cas de dégradation de vos terres. Et surtout, cette clause de négociation prioritaire leur donne un quasi-monopole sur toute exploitation future. C'est inacceptable. Claire serra les poings. Toute la frustration accumulée, toute l'humiliation ressentie lors de ses appels aux membres de sa famille, tout le mépris des commerçants du village, toutes les nuits passées à pleurer dans le hangar, prenaient soudain une nouvelle dimension. Elle n'était pas une victime d'un système impitoyable, elle était la propriétaire légitime d'une richesse colossale que d'autres avaient tenté de lui voler sous couvert de jargon technique et de faux semblants juridiques. La suite de la conversation prit une tournure décisive. Camille lui expliqua qu'elle avait déjà rédigé un contre-projet de contrat radicalement différent. Un document où Claire garderait la pleine propriété de ses terres et des ressources. Un contrat qui imposerait des conditions strictes de protection environnementale, des pénalités sévères en cas de manquement, et surtout une participation directe aux bénéfices nets de l'exploitation, bien supérieure à la moyenne des contrats de ce type. Camille ajouta que, dans ce modèle, Claire ne serait pas seulement une propriétaire qui loue son sol. Elle deviendrait copropriétaire de l'exploitation avec un droit de regard sur chaque étape du processus, depuis l'extraction jusqu'à la commercialisation. Claire sentit une vague d'adrénaline la parcourir. L'idée de ne plus être une simple figurante dans cette histoire, mais bien une actrice centrale, une décisionnaire, transformait entièrement sa perception de la situation. Elle repensa aux générations qui l'avaient précédée, aux mains calleuses de son père, à la sueur versée par ses grands-parents pour cultiver ses terres. Cette richesse cachée sous leurs pieds avait toujours été là, silencieuse, ignorée, attendant le moment où quelqu'un aurait enfin les moyens de la révéler. Camille, toujours aussi méthodique, poursuivit. « Nous allons convoquer Énergie Hexagone à une réunion officielle. Cette fois, vous ne serez pas seul face à eux. Nous serons deux, avec un expert financier et un consultant en énergie. Nous allons leur présenter les nouvelles données et leur faire comprendre que les termes du contrat vont changer, drastiquement. Et s'ils refusent,
Nous avons déjà pris contact avec 2 autres entreprises concurrentes, prêtes à discuter. » Ces derniers mots eurent l'effet d'un électrochoc. Claire comprit alors que le rapport de force était définitivement inversé. Elle n'était plus cette femme esseulée, prête à accepter n'importe quel compromis pour sauver les décombres de sa ferme. Elle était désormais la clé d'un projet énergétique majeur, et ce pouvoir lui appartenait pleinement. Lorsque Camille raccrocha, Claire resta longtemps immobile, absorbée par l'ampleur de ce qui venait de se produire. Elle se leva finalement, sortit dans la cour et observa les terres détrempées par les pluies récentes. Chaque parcelle, chaque haie, chaque pierre semblait désormais vibrer d'une énergie nouvelle. Ce n'était plus un simple bout de terre hérité d'une lignée paysanne. C'était un territoire stratégique, un trésor enfoui que le monde venait de découvrir. Son regard se posa sur le vieux hangar, celui-là même où, quelques jours plus tôt, elle s'était effondrée, persuadée que tout était perdu. Elle se remémora cette nuit de désespoir, ses larmes versées sur le sol froid et humide. Et en un éclair, elle comprit que cette faiblesse était désormais révolue. Elle se sentait investie d'une force nouvelle, celle que donne la certitude d'avoir enfin repris le contrôle sur sa propre vie. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Camille. « Dernière chose, Claire, préparez-vous. Ce qui va suivre ne sera pas une simple négociation. Ce sera un bras de fer, et vous avez toutes les cartes en main pour le gagner. » Claire ferma les yeux un instant, inspira profondément et répondit avec un calme glacé « Qu'ils viennent, je suis prête. » Le matin de la réunion tant attendue, la ferme semblait baignée d'une lumière différente, comme si le paysage lui-même pressentait que quelque chose de fondamental allait se jouer. Claire, debout face au miroir fendu de la chambre, ajustait sa veste noire avec des gestes assurés. Il n'était plus question d'hésitation ni de doute. Elle était déterminée à défendre ce qui lui appartenait et à imposer ses conditions. Ce jour marquait un tournant irréversible dans sa vie et elle comptait bien ne pas en sortir perdante. Camille arriva peu après, accompagnée de 2 autres experts. Le premier, Alain Girard, était un consultant en droit de l'énergie reconnu dans tout le pays, réputé pour avoir arraché des contrats équitables même face aux plus grandes multinationales. Le second, un ingénieur géologue du nom de Laurent Deschamps, avait validé les dernières analyses des réserves souterraines, confirmant sans l'ombre d'un doute que les chiffres avancés par Énergie Hexagone étaient largement sous-estimés. Ils étaient armés de rapports, de contre-expertises, de courriers juridiques prêts à être déposés et d'une stratégie de négociation méticuleusement préparée. La réunion se tenait dans la salle de conférence d'un hôtel discret de la ville voisine. Claire entra dans la pièce la tête haute, suivie de Camille et de ses conseillers. De l'autre côté de la table, Jean-Luc, Sophie et 3 juristes de Énergie Hexagone attendaient déjà, leurs visages soigneusement neutres, mais leurs yeux trahissaient une nervosité qu'ils tentaient de masquer. Ils n'étaient manifestement pas habitués à ce que leurs interlocuteurs arrivent si bien préparés, encore moins lorsqu'il s'agissait d'une propriétaire rurale. Les salutations furent courtes, polies, presque froides. Très vite, Camille prit la parole, posant sur la table le rapport géologique mis à jour. Avant de commencer à discuter des modalités contractuelles, il nous semble essentiel de clarifier certains éléments que vos équipes ont omis, délibérément ou non, lors de nos précédents échanges. Elle désigna le rapport d'un geste ferme. Les volumes estimés sont faux. Les projections financières que vous avez fournies sont largement en dessous de la réalité. Et par conséquent, les propositions que vous avez avancées sont inacceptables et obsolètes. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Jean-Luc échangea un regard rapide avec ses collègues, tandis que Sophie se penchait légèrement vers lui, murmurant quelque chose à voix basse. Le malaise était palpable. Pour la première fois depuis le début de cette négociation, ils perdaient le contrôle. Camille ne leur laissa pas le temps de se ressaisir. Elle enchaîna, implacable, « Voici nos nouvelles conditions. Premièrement, Madame Dubois conserve la pleine propriété de ses terres et de leur sous-sol. Deuxièmement, tout projet d'exploitation sera soumis à un accord de partenariat strict, dans lequel elle détiendra un pourcentage majoritaire des bénéfices nets. Troisièmement, Énergie Hexagone s'engage à respecter un cahier des charges environnementales précis, incluant la remise en état intégral des terres, la surveillance continue de la qualité des sols et des eaux, et des compensations financières automatiques en cas de dommages. Alain Girard intervint à son tour, déroulant un document détaillant les clauses juridiques exigées. Il expliqua comment ces conditions s'alignaient parfaitement
avec la législation française et européenne, et que toute tentative de les contourner entraînerait immédiatement une action en justice, assortie d'une campagne médiatique visant à exposer les pratiques de la société auprès de l'opinion publique. Les visages en face se durcirent. Le juriste principal d'Énergie Hexagone tenta une manœuvre. « Madame Dubois, ces exigences sont, soyons honnêtes, très au-dessus des standards habituels. Nous comprenons vos préoccupations, mais nous devons rester dans un cadre raisonnable pour assurer la viabilité du projet. » Claire, qui n'avait pas encore parlé, se redressa lentement, croisa les bras et répondit d'une voix calme mais glaciale « Ce qui est raisonnable, c'est que vous cessiez de me prendre pour une idiote. Ces terres m'appartiennent, et vous le savez très bien. Vous avez tenté de me rouler. Ce temps est révolu. Voici les conditions. Prenez-les ou laissez-les. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Jean-Luc, qui semblait lutter intérieurement entre l'envie de refuser et la crainte de tout perdre. Finalement, il respira profondément et demanda une suspension de séance. Les membres de la société quittèrent la salle, laissant Claire et son équipe seuls autour de la table. Pendant ces minutes d'attente, Claire sentit une montée d'adrénaline mêlée à une fierté immense. Jamais elle n'aurait cru, quelques semaines plus tôt, pouvoir faire face ainsi à une multinationale en leur imposant ces conditions. Camille lui sourit. « Vous avez été parfaite. Vous leur avez montré que vous êtes bien plus qu'une simple propriétaire rurale. » Une demi-heure plus tard, les représentants de Énergie Hexagone revinrent, les traits tirés, manifestement après des échanges houleux entre eux. Jean-Luc prit la parole, le ton désormais bien plus conciliant. « Nous avons examiné vos demandes. Certaines sont, il est vrai, inhabituelles, mais compte tenu des circonstances et de la qualité de votre expertise, nous sommes prêts à accepter les grandes lignes de votre proposition, sous réserve de quelques ajustements techniques. » Camille sourit à peine. « Les ajustements techniques seront discutés, mais sur le fond, les conditions sont celles que vous avez sous les yeux. Sinon, nous avons déjà des offres préliminaires d'au moins 2 autres groupes prêts à se positionner. Et je vous rappelle que, légalement, Madame Dubois n'a aucune obligation de signer avec vous. » Face à cet ultimatum à peine voilé, les juristes d'Énergie Hexagone comprirent qu'ils n'avaient plus aucune marge de manœuvre. Ils acceptèrent, non sans résignation, de signer un protocole d'accord basé sur les nouvelles conditions. Le document prévoyait également que la ferme resterait en activité agricole, protégée de toute destruction ou altération majeure, même pendant les phases d'exploitation des ressources. Lorsque la réunion prit fin, Claire serra la main de chaque membre de son équipe avec une gratitude immense. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de nuits sans sommeil, de larmes et de doutes, mais elle avait tenu bon. Elle avait transformé ce qui semblait être une descente aux enfers en un retournement spectaculaire. Sa ferme, autrefois synonyme de dette et de désespoir, devenait désormais le siège d'un partenariat historique, un modèle de négociation réussi face aux géants de l'industrie. En regagnant sa propriété ce soir-là, Claire regarda le vieux portail rouillé, les bâtiments encore en partie délabrés, les champs envahis de ronces. Tout cela allait changer. Non seulement elle allait restaurer la ferme, mais elle en ferait un symbole. Le symbole d'une femme qui, seule face à l'adversité, avait su transformer une situation de faiblesse extrême en une victoire éclatante. Lorsque Claire franchit à nouveau le portail de la ferme, après la signature définitive des accords, quelque chose avait changé de manière irréversible. Ce lieu, autrefois symbole d'une lutte solitaire contre la faillite, prenait désormais des allures de promesse. Le vent soufflait encore sur les champs, mais ce n'était plus le même souffle. Ce vent semblait porteur d'un avenir entièrement réinventé, où la précarité n'aurait plus sa place. Les vieux bâtiments, les toits effondrés, les clôtures brisées, devenaient le décor d'un chantier immense, celui de la Renaissance. Les premières semaines furent consacrées à la remise en état urgente de la ferme. Des artisans, des charpentiers, des couvreurs, des maçons vinrent de tout le canton, attirés non seulement par les contrats généreux que Claire pouvait désormais proposer, mais aussi par l'aura singulière qui entourait cette ferme devenue soudainement célèbre. Car la presse locale, puis régionale, s'était rapidement emparée de l'histoire de cette femme qui avait tenu tête à une multinationale, imposant des conditions exemplaires, tout en préservant son patrimoine familial. Les travaux avançaient à un rythme effréné. Le vieux hangar qui, quelques semaines plus tôt, servait de refuge à ses larmes,
fut le premier à être entièrement restauré. Il devint rapidement un espace multifonctionnel, lieu de stockage moderne, atelier de réparation, mais aussi sur une idée de Camille, un espace pédagogique ouvert aux écoles et aux visiteurs désireux de comprendre comment agriculture et exploitation énergétique pouvaient coexister harmonieusement. Dans les champs, Claire décida de relancer les activités agricoles, mais pas comme avant. Forte de ces nouveaux moyens, elle investit dans une agriculture régénérative, axée sur la biodiversité, la préservation des sols et le zéro pesticide. Elle fit venir des consultants en permaculture, installa des haies naturelles, réintroduisit des espèces animales locales et mit en place un système de rotation des cultures conçu pour rendre la terre plus fertile, année après année. En parallèle, les infrastructures liées à l'exploitation énergétique commencèrent à prendre forme. Conformément aux termes du contrat, tout était fait dans le respect des normes environnementales les plus strictes. Les plateformes de forage étaient discrètes, intégrées dans le paysage, avec des systèmes de captation des gaz pour limiter au maximum l'impact sur l'air et les nappes phréatiques. Des panneaux solaires furent installés en complément, fournissant l'énergie nécessaire aux opérations, réduisant ainsi drastiquement l'empreinte carbone du site. L'argent commença à affluer rapidement, bien plus que Claire n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais elle refusa catégoriquement de tomber dans le piège de la passivité que pouvait offrir une telle manne financière. Au contraire, elle multiplia les investissements locaux. Elle racheta la boulangerie du village, en difficulté, et la transforma en coopérative. Elle finança la rénovation de l'école communale, fit installer une nouvelle bibliothèque et participa activement à la création d'un marché hebdomadaire de producteurs bio, attirant des clients venus de toute la région. Très vite, la ferme du Bois ne fut plus simplement un terrain agricole avec un gisement d'hydrocarbures. Elle devint un centre névralgique, un modèle de développement rural où technologie, écologie et énergie coexistaient sans se nuire. Des chercheurs, des journalistes, des étudiants affluaient pour observer ce cas unique, pour comprendre comment une ferme menacée de disparaître était devenue un laboratoire vivant d'innovation et de résilience. Les relations avec Énergie Hexagone, bien que strictement professionnelles, se déroulaient sans heurts. Les clauses imposées par Camille garantissaient à Claire un contrôle permanent sur les opérations. Chaque trimestre, une réunion de suivi permettait de vérifier les engagements, de contrôler les impacts environnementaux et de redistribuer les bénéfices conformément au contrat. À plusieurs reprises, des responsables de la société avouèrent à demi-mot que jamais ils n'avaient eu affaire à une négociation aussi rude, ni à un partenaire aussi déterminé. Claire n'oublia jamais d'où elle venait. Malgré la transformation spectaculaire de sa vie, elle resta fidèle aux valeurs transmises par ses parents et ses grands-parents. Chaque matin, elle continuait de marcher dans les champs, de discuter avec les ouvriers, de mettre la main à la pâte quand cela était nécessaire. Les souvenirs des jours sombres, des nuits passées à pleurer dans le hangar, restaient gravés dans sa mémoire, non pas comme des cicatrices, mais comme des rappels permanents de la force qu'elle avait dû puiser en elle pour arriver là. Avec le temps, elle développa un véritable empire local. Elle créa une fondation destinée à aider d'autres agriculteurs en difficulté, offrant des conseils juridiques, des financements et des accompagnements techniques pour qu'eux aussi puissent reprendre le contrôle de leurs terres face aux défis économiques et industriels. Cette fondation devint rapidement une référence, soutenue par des collectivités, des universités et même certains ministères qui voyaient en elle un modèle de résilience rurale. Ses relations avec Camille Lefebvre devinrent plus qu'une simple collaboration professionnelle. Une amitié profonde naquit, nourrie par le respect mutuel, les épreuves traversées et la victoire partagée. Ensemble, elles participaient régulièrement à des conférences, expliquant comment le droit pouvait être un outil puissant pour les petites exploitations face aux géants économiques. Des années plus tard, alors que la ferme était méconnaissable, transformée en un complexe agricole et énergétique exemplaire, Claire se tenait devant le portail d'entrée, regardant les bâtiments flambant neufs, les serres solaires, les champs verdoyants. Elle repensa à la femme qu'elle était le jour où elle avait franchi ce même portail, seule, accablée, sans espoir. Le contraste était saisissant. Cette ferme qui devait être sa ruine était devenue son triomphe. Elle sourit, consciente que la route avait été longue, semée d'embûches, de nuits d'angoisse et de jours de lutte acharnée.
Mais aujourd'hui, elle savait que tout cela avait un sens. Son histoire, d'une femme seule face à l'adversité, était devenue le symbole vivant de ce que la détermination, la persévérance et la foi en soi peuvent accomplir. Elle avait transformé un désastre annoncé en un empire durable, résilient et profondément humain.